de la typhoïde, je me suis dit, parler de la typhoïde, il faut déjà savoir quand même ce que c'est. Alors, là-dessus, elle est causée par la bactérie Salmonella enterica sérotype typhi. Je crois qu'ils disent le plus simplement bactérie typhi. Elle se propage, elle va se propager, généralement c'est par l'eau, on va y être, par l'eau, par les aliments qui vont avoir subi une contamination fécale, ou alors de personne à personne. Selon l'Institut Pasteur, 20 millions de cas, plus de 200 000 morts, actuellement encore. Je dis parenthèse, j'ai discuté avec quelqu'un qui revenait du Congo côté démocratique, pas le Congo-Brazzaville, il me disait, mais nous, on a des problèmes de typhoïde à l'heure actuelle. Les symptômes, eh bien, ils vont apparaître entre 1 et 3 semaines après la contamination. Ce qu'on remarque là, c'est la fièvre continue et une fièvre très élevée. Il y aura aussi d'autres soucis, les maux de tête, l'anorexie, les abattements, etc. Je saute parce que là, franchement, il y a beaucoup de douleurs qui apparaissent là. Les complications, il peut y en avoir, et il y en a eu. Elles se situent, tout ce qui va être au niveau de l'intestin, du cœur ou même du cerveau. Cette fièvre typhoïde, si jamais elle n'est pas traitée, elle représente à peu près 10% de mortalité. Si jamais elle est traitée, c'est-à-dire, eh bien, ça va être un vaccin, on tombe à 1%. D'où l'importance de ce vaccin quand il y en a et quand il est pris. La prévention qui nous permet de comprendre ce qui est arrivé à Marvejols, notamment la distribution d'eau de qualité bactériologiquement contrôlée, le traitement des eaux usées, la généralisation du tout à l'égout, le vaccin. Une seule injection suffit. Il y a d'autres recommandations, je vous cite celles qui vraiment nous intéressent le plus. Alors, l'histoire d'un vaccin. Ce vaccin, tout d'abord, il fallait découvrir un petit peu ce bacille. Ça se fait fin 19e, on est à peu près dans les années 1880. Quelques années plus tard, 16 ans plus tard, 1896, le vaccin va être développé. Alors il y aura plusieurs personnes, il y aura normalement 3 découvreurs de ce vaccin. Début 20e, on voit que il y a vraiment un risque avec cette maladie. Nous avons à peu près 30 000 cas par an, dont 4 000 décès en France. Le vaccin va être disponible, vous voyez, on était 1896, le vaccin est développé. On attend les années 1909-1910 pour qu'il soit disponible. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est faible confiance en dépit de son efficacité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une résistance au niveau du corps médical militaire. Certains journaux vont relayer cette résistance, vont rendre publics les effets secondaires qui sont ainsi dénoncés. C'est quand même pas sans nous rappeler certaines réactions à une vaccination très récente, cette réticence. Au début de la Grande Guerre, 14-18, il va y avoir seulement à peu près 4% des soldats qui sont vaccinés. Alors, je ne vous rappelle pas quand même les conditions d'hygiène dans les tranchées et puis la virulence de l'épidémie qui va flamber complètement. On est en décembre 14, le haut commandement décide de vacciner l'ensemble des troupes. Seulement, il y a un problème. C'est très bien de vouloir les vacciner. La vaccination de masse de ces armées se fait, mais ce sont des conditions quasiment expérimentales. C'est-à-dire qu'un brave soldat pourra recevoir 12 ou 16 fois la dose. Parce que comme ce n'est pas rentré dans des registres, ils reviennent, etc. Donc ça peut quand même poser problème pour certains soldats qui vont recevoir tant de doses. Alors, il va y avoir quand même une course qui va s'engager un petit peu entre l'Institut Pasteur et l'hôpital du Val-de-Grâce. Bon, c'est vrai qu'il va y avoir un petit peu cette friction. Le vaccin administré aux armées se fait à partir de 1916. C'est un succès qui est impressionnant parce que si on regarde les chiffres, fin 14, il y a plus de 45 000 cas de fièvre typhoïde, un peu plus de 5 000 morts, presque 5 500. Si on regarde en 1917, on tombe à un peu plus de 1600 cas et seulement 124 morts. D'où l'importance, évidemment, donc, de cette vaccination. Et je voudrais terminer en disant cela, c'est que Pasteur lui-même a perdu
2 de ses filles avec la typhoïde et son fils en a été gravement malade. Il n'en est pas décédé. Là, le deuxième volet que je voudrais aborder avec vous, ce sont un petit peu tout ce qui va être les études qui sont faites sur ces eaux. Y a-t-il eu des études? Oui. Il y en a eu 2 au 19e et une au 20e. Alors, les 2 premières sont de la même personne, sont de Jules Daudet. La première dont je vais parler s'intitule « Études sur les eaux de Marvejols au point de vue économique et hygiénique ». On est donc, comme je viens de vous dire, en 1862. À l'époque, il est premier adjoint. Premier adjoint au maire, qui était M. Westdeberg. Alors, je vais vous montrer la photo de son... Voilà. Voilà donc son livre. Il commence par une citation. « Les bonnes eaux sont aussi indispensables à la vie que l'air pur que nous respirons. » Il cite Pline. Il va continuer quand même un petit peu plus personnellement en nous disant « L'influence des eaux sur la santé fait que leur bonne qualité est une des conditions hygiéniques les plus avantageuses. » Alors dans son livre, il va d'abord voir un petit peu répertorier les fontaines qui sont sur Marvejols, les fontaines que nous nommons, qui sont nommées jaillissantes, c'est-à-dire que ce sont des fontaines qui coulent dans le flot et continuent. Il va d'abord citer la fontaine de la Chapelette ou Notre-Dame, donc vous situez, si vous n'êtes pas marvejolais, vous savez où se trouve la Coustara, il y a l'église, donc ça se situe juste en dessous l'église. La fontaine de la Place, alors on en reparlera parce que là, ne la cherchez pas, elle n'y est plus, on en reparlera tout à l'heure. Elle est actuellement sur la place Cordès, là où il y a le monument aux morts. La fontaine de Chanel, près de la porte de Chanel, et la fontaine nouvelle qui se situe de rue des Pénitents, donc c'est juste à côté de la porte, elle est proche de la porte du Soubeyran. Il y a aussi une fontaine dont je veux un petit peu parler, qui au départ était aussi considérée comme fontaine jaillissante, c'est celle du Théron. Alors elle est un peu particulière parce qu'elle a été fermée première partie du 19e, elle a été remplacée un petit peu, quelques années plus tard, 1842, par une fontaine, une pompe en cuivre. Et il faut quand même que j'en dise un tout petit mot parce que ça va revenir un petit peu tout à l'heure. Donc on parle un tout petit peu de cette fontaine dite du Théron. Ces fontaines, alors elles ont leur source qui vient de Lachan, donc c'est ce qui se situe, le plateau qui se situe au-dessus de Marvejols. Alors en les reprenant dans l'ordre, la Chapelette et la fontaine de la Place sont du même captage. Alors ce qui était intéressant un petit peu, je me suis dit, mais comment étaient faits ces conduits? Alors notamment pour cette fontaine, pour Chapelette et la fontaine de la Place, jusqu'au début 18e, les conduits de la place étaient en bois. On trouve ça en bois. Ensuite, ils vont être remplacés par des tuyaux, des conduits en terre cuite. Et après, ce sera remplacé par des tuyaux en fonte généralement. Et là, on est un petit peu plus tard. On est fin 1867, pardon. Donc, on frôle la fin 19e. Oui, il y avait une petite anecdote justement concernant, parce que cette fontaine dont je vous parle un petit peu, la fontaine de la Place, n'existe plus au départ. Donc on est là, tout début 19e, c'était constitué de 2 bassins, un supérieur et un inférieur, qui vont être un petit peu remplacés après 1869, justement au moment de cette étude sur les eaux, qui va être remplacé un petit peu. Il y aura après qu'un seul jet d'eau. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors cette fontaine-là, maintenant, Chapelette, fontaine de la Place, on va passer à la deuxième dont il parle, c'est la fontaine Chanel. Pour lui, la fontaine Chanel qui n'a jamais tari. Alors elle est considérée plutôt comme un ensemble de collecteurs d'eau plutôt que d'une seule source. Voilà ce qu'il en dit. Si on passe à la fontaine nouvelle, dite du Soubeyran ou des Jacobins, alors ce qui a beaucoup marqué Dr Daudet, parce qu'il a souhaité voir un petit peu ces conduits souterrains,
Et lorsqu'il emprunte ce conduit souterrain qu'il appelle un aqueduc, il remarque que c'est comme dans d'autres endroits en pierre sèche, mais que ce qui l'a marqué beaucoup, c'est les voûtes grandioses, aux voûtes grandioses, bien bâties en ogive. Et donc elle passe sous la place du Soubeyran. Lorsqu'en 1868, l'aqueduc se présente comme très sale, il va être un petit peu visité, il va être vidé de sa base, donc déjà on se rend compte qu'il y a des problèmes d'insalubrité. Cet aqueduc était très mal propre, rempli de terre, gravier, etc. Alors, il signale, docteur Daudet, qu'en dehors des temps de sécheresse extrême, Marvejols, qui compte à l'époque 5000 âmes, peut donner près de 60 litres par jour à chaque habitant. Il est très fier de dire ça parce que Paris, au même moment, utilise 67 litres d'eau. Donc il pense que Marvejols est à l'abri de manquer d'eau. Un petit peu plus loin dans son deuxième chapitre, là il va aborder un petit peu plus précisément la qualité des eaux. Les propos sont rassurants. Nous n'avons que des eaux de source et celles qui sont recueillies dans les puits sont encore des courants d'eau vive qui se remplacent à chaque instant. Il va aussi décrire cette qualité des eaux en parlant de silice, de magnésium, de sulfate, etc. Bon, tout ça pour remarquer la bonne qualité de nos eaux, car toutes sont potables et rien n'autorise à se méfier de la qualité de nos eaux. Il précise encore que toutes nos eaux viennent de sources qui ne communiquent pas avec des égouts, si ce n'est par des circonstances accidentelles, ni avec des réservoirs malpropres et infects. Donc, la quantité d'eau fournie, certes convenable. Il est noté que son volume va varier lorsqu'il y aura de fortes chaleurs. La source de la place, donc là, celle-ci va tarir l'été, et on sait qu'il y a forte diminution dans toutes les autres fontaines de la ville qui fournissent cette eau. Pour disposer de l'eau toute l'année, d'accroître son volume, qu'est-ce qu'il va proposer? Eh bien, de faire ce que faisaient les anciens, c'est-à-dire penser à réparer, penser à nettoyer les conduites, les entretenir, capter les eaux à leur source, ne pas laisser les infiltrations. En conclusion, il va rajouter d'autres propositions, je vous en cite que 3 sur les 20. Créer des bassins de manière à ce qu'il y ait de l'eau d'avance, on en reparlera tout à l'heure de ce bassin. Isoler les eaux propres et les eaux sales. Et puis, la dernière, maintenir une propreté permanente et rigoureuse des conduites d'eau. Parce qu'étant donné qu'il y avait ça pouvait être simplifié, étant donné qu'il y avait un fontainier qui surveillait un petit peu tout ça. Donc, il va terminer cet ouvrage en disant « Nous espérons que les travaux les plus urgents seront possibles ». Voilà pour ce premier livre, cette première étude. La deuxième qu'il va faire quelques années plus tard, si je ne me trompe pas, voilà, se nomme, vous voyez, un petit peu pareil, étude sur les eaux de Marvejols au point de vue économique et hygiénique, docteur Jules Daudet. À cette époque-là, donc on est en 1883, il est maire de Marvejols. Et Marvejols a à peu près le même nombre d'habitants, 5025. Bon, je ne vais pas reprendre il fait un petit peu le même constat qu'au début, le même côté historique de Marvejols. Là où déjà le constat semble un peu moins optimiste, c'est lorsqu'il dit Marvejols, dans un pays où malheureusement les lois de l'hygiène sont si méconnues et où les épidémies semblent prendre de plus en plus droit de domicile, à cause d'un manque d'eau. Alors, selon lui, un réseau d'égouts doit être mis en place. L'eau potable se doit d'être salubre. Pour toute prévention, un lavage régulier des canaux est préconisé. Il va s'entourer, pour toutes ces analyses, de professeurs d'hygiène venant de Montpellier, de Lyon ou de Paris. Il écrit « Les municipalités doivent surveiller avec la plus grande rigueur les eaux qu'elles distribuent ». La constatation précédente est refaite là, c'est-à-dire que les eaux potables de source sont suffisantes, mais pas assez abondantes. Donc, il va proposer l'utilisation de l'eau du Lignon. Le Lignon se situe, maintenant on pourrait dire dans Marvejols, c'est à la sortie de Marvejols. Il va utiliser l'eau que l'on appelle du Merdarier ou du Merdaric.
La parenthèse, l'origine, eh bien, c'est parce que l'eau se trouble très souvent, et donc cette eau troublée va s'appeler, donc le ruisseau portera ce nom. Les tuyaux seront en tôle bituminée au lieu de tuyaux en fonte, parce que dans ces années 1883, donc la date de ces études, il signale que la ville n'obtient que quelques filets d'eau pour le nettoyage des égouts et pour le nettoyage des rues. Donc cette eau du Lignon serait la bienvenue. On est en 1883, ce ne sera pas fait tout de suite, ce sera fait quelques années plus tard, en 1890. Alors ensuite, il va recenser un petit peu ce qu'il nomme, lui, les quartiers. Ce n'est pas tout à fait comme notre découpage à l'heure actuelle des quartiers, mais on va suivre un petit peu la manière dont il s'y prend. Les fontaines qui desservent ces quartiers, alors pour lui d'abord, en premier, ces quartiers du Terran, c'est le moins peuplé. On aura le quartier Fourdoul. Là, dans ce cas-là, on passe à un quartier à peu près même densité. Tout à l'heure, on était à 800, là, on est à 850 habitants. Le quartier Hospice ou Chanel, au sud, il y a déjà un petit peu plus de monde, 1161 habitants. Et le quartier de la Villette, c'est le plus peuplé. C'est le quartier le plus ouvrier de Marvejols. Il y a 1205 personnes. Il va parler aussi de l'enceinte de Marvejols. Voilà, je n'en parle pas plus, il les cite. Alors, que pense-t-il faire, que prévoit-il de faire lorsqu'il y a la sécheresse en été? Pour conserver l'eau potable, il suggère de remplacer les fontaines dites jaillissantes, donc qui sortent constamment, par des bornes fontaines où il suffira de tourner ou d'appuyer sur un bouton de manière à ce que l'eau sorte. Et il propose aussi de conserver les puits déjà établis. Les puits d'eau, il y en avait énormément dans toute la ville de Marvejols. Il en reste encore un petit peu à cette époque-là, il y en avait de très nombreux. Il y aura donc un autre projet qui avait été émis tout à l'heure. Vous savez, la construction d'un bassin de manière à récupérer des eaux lorsqu'il ferait un temps de sécheresse. Ce premier bassin, il voulait le constituer dans ce que nous appelons la Coustarade, actuellement l'école de la Coustarade, qu'il dit, lui, à l'époque, cour dite du collège. Et il souhaiterait compléter cela par deux autres, là et ailleurs, un petit peu même auprès de Suzon. Il pense aussi qu'il faudrait rajouter des bornes fontaines parce que les quartiers sont quand même relativement dépourvus d'eau. Et là, je veux les citer parce qu'on va les retrouver tout à l'heure dans les témoignages. Les bornes fontaines rue du Loup. Donc, c'est, vous voyez, la Coustarade un petit peu. Rue Chicane, on est aussi dans le centre de Marvejols, je pense que c'est à côté de la rue Villette. Et puis, un petit peu plus loin, vers tout ce qui sera nommé comme, à l'heure actuelle, le lycée Saint-Joseph, qui était le couvent de l'Union. Alors, que retenir de cette deuxième étude? Elle prend en compte le manque d'eau par le tarissement de la source, Chapelette et la place, et puis tout ce qui peut en découler pour la population. Surtout, la possibilité d'apparition de fièvres contagieuses telles la fièvre typhoïde, elle est bien nommée, si l'entretien des canaux souterrains et l'hygiène ne sont pas respectés. Voilà cette deuxième étude. On arrive à la troisième. Donc là, on passe maintenant un petit peu plus tard. Nous sommes en 1935. Il s'agit d'une thèse par M. Antoine Podevigne, pharmacien, pour obtenir le grade de directeur de l'université, mention pharmacie. Alors cette étude, là maintenant on situe 4000 habitants dans Marvejols. Antoine Podevigne n'est pas maire à ce moment-là. Il le deviendra en 1944 jusqu'en 1947. Donc là, il est donc pharmacien. Il reprend les informations historiques aussi de Daudet. Ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu, quand il parle des fontaines, les précisions qu'il nomme, que là, qui sont maintenant un petit peu différentes. La fontaine de la Chapelette, on ne va pas redire, elle est liée avec la place, très bien. Seulement, voilà, cette histoire de tout à l'heure, vous vous rappelez, il y a deux bassins sur la place, un supérieur et un inférieur, remplacés quelques années plus tard par un seul jet d'eau, et ce jet d'eau sera supprimé ensuite pour être remplacé par le monument aux morts de la guerre de 14-18. Je vous proposerai une photo tout à l'heure de ce bassin et de cette place.
quand il y avait tarissement là, on utilisait la dérivation du canal, de la canalisation du ruisseau du Merdaric dont on parlait tout à l'heure, venant du Lignon. La deuxième fontaine dont il parle, c'est Chanel. La constatation est la même que tout à l'heure. C'est pas une source proprement parlée, c'est un ensemble. C'est un ensemble, un collecteur d'eau de source. La fontaine nouvelle, même description tout à l'heure, si ce n'est que maintenant, en plus, dans ce dépôt de vases et d'immondices, que c'est dans ce dépôt de vases et d'immondices que circulent les canalisations en fonte amenant l'eau, et il redoute que dans ces canalisations apparaissent des fissures, ce qui laisserait présager une contamination des plus grossières. Donc là, on sent de plus en plus qu'il y a une prise de conscience de ce problème d'eau, d'insalubrité et de tout ce que ça peut prévoir un petit peu au niveau de la santé des habitants. Alors, maintenant, il va nous parler un petit peu plus il va nous présenter un petit peu plus le canal de dérivation du ruisseau du Merdaric. Il le décrit un petit peu. Le bassin de filtration se situe au-dessus du cimetière. Constatation que les filtres ne sont déjà plus entretenus. Et que l'eau directement livrée à la consommation est une eau mauvaise qui met en danger la santé publique. Vous voyez que par rapport à tout à l'heure, il y a une nette évolution, c'est nettement moins optimiste. Voilà, alors comment s'est-il pris pour nous dire tout cela ? Il explique qu'il c'est le côté médical, pharmacien de base. Il va procéder à des analyses chimiques et à des analyses bactériologiques. Pour lui, l'analyse chimique des eaux faite à différentes périodes de l'année, donc vous voyez, ça reste quelque chose de très scientifique. Toute eau doit être transparente, incolore, insipide, inodore, répondre aux résultats proposés par le comité consultatif de l'hygiène de France. Tout ce qui va être la recherche bactériologique, cette eau qui peut être pure chimiquement peut contenir des problèmes au niveau bactérien. Donc la recherche se fait sur le Bacterium coli, ce Bacterium coli est lié à tout ce qui est contamination fécale. Et il va même prélever des échantillons en divers points de la ville. Quelle conclusion il en tire ? Fontaine de la Chaplette, incontestablement la meilleure eau de Marvejols. Fontaine Chanel, contamination par déjection animale ou humaine, présence de colibacilles, faisant ainsi une eau passable sans plus. Fontaine Nouvelle, dans son ensemble, eau impure, impropre à la boisson, à la source bien meilleure qu'à la borne de fontaine. Il y a donc contamination massive dans ce court trajet. L'eau du ruisseau Merdaric, mauvaise en hiver à cause des précipitations atmosphériques, et l'analyse bactériologique exigeant une purification obligatoire. Alors il va parler d'une eau qu'on n'a plus à l'heure actuelle, qui va se situer à la gare. Beaucoup d'entre vous, si vous connaissez Marvejols, il y avait avant, sur la place de la gare, au milieu, il y avait une petite fontaine. C'est cette fontaine dont on parle. Pendant longtemps, on avait mis une petite mare, là. Je crois que tout a été retiré, même complètement. Oui, c'est chic. Voilà. Donc cette eau de la gare, il la qualifie de chimiquement potable. Le seul problème, c'est qu'elle a toujours un aspect trouble. En revanche, on verra qu'elle est quand même très bonne. Et alors, j'ai appris que cette eau, tant qu'à faire, servait pour les machines à vapeur de la gare, en plus. Alors, la conclusion générale de cette thèse est sans appel. Notre ville est pratiquement dépourvue d'eau potable. On est en 1934. Une seule attitude à observer, une action énergique, rapide et immédiate. 4 propositions: fermeture des ouvertures donnant accès aux sources, nettoyage plus fréquent des couloirs de canalisation d'eau, mise en place d'un procédé de purification, javelisation. Il y aura aussi établissement d'un périmètre de protection prévu. Alors, quelles vont être les eaux préconisées avec tout cela? D'abord, celle de la Chaplette, ensuite celle de Chanel, l'eau de Fontaine Nouvelle catégoriquement proscrite, l'eau du Merdarier Merdaric insuffisante,
celle de la gare, l'une des meilleures étudiées. Comment faire un petit peu pour les gens? Ils demandent d'utiliser de l'eau de ville. Simplement, la seule protection qu'on peut faire pour les gens et les familles, c'est la faire bouillir, cette eau. Ou alors utiliser tout procédé de purification domestique. Ils rajoutent, il n'en manque pas. Voilà. Donc on est en 1934. Les conditions pour obtenir une qualité d'eau correcte sont clairement posées. La situation va-t-elle évoluer positivement? On voit donc à travers ces trois études, il y a une prise de conscience bien réelle des problèmes d'eau en Marvejols et surtout de leurs graves conséquences sur la population. Alors, avant d'attaquer directement notre autre volet et de voir un petit peu ce qui va se passer à Marvejols, il était intéressant de parler. En plus, il est très bien fait et vous avez aussi là tout ce qui est chronologie. Cette chronologie est intéressante parce qu'on va parler de 1902. Il va y avoir une loi en 1902, le 15 février, qui instaure un règlement sanitaire communal donc, pour toutes les communes. Et alors, moi je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comment ça va être un petit peu pris à Marvejols? Qu'est-ce qui va se passer de là jusqu'en 1943? Alors, on va voir ça un petit peu. On est en 1902. Le préfet de la Lozère signale à l'inspecteur de la santé publique que plusieurs cas de fièvre typhoïde sont constatés à Marvejols. Et où ça? Eh bien dans le quartier dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui est alimenté par Fontaine-Nouvelle. Alors, qu'en est-il de la mortalité en ville? Elle est supérieure à la nationale. En France, c'est 2,5%. Marvejols, on est à 2,36%. L'explication qui est fournie en 2004, ce serait causé par de mauvaises conditions sanitaires, défaut de fosse d'aisance, insuffisance du réseau d'égouts, d'où nécessité de faire procéder à l'analyse des eaux. 1905, cas de fièvre typhoïde, donc, et surtout dans le quartier de la Villette. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le quartier où il y a le plus de monde, c'est un quartier qui est ouvrier. Alors il va y avoir un règlement sanitaire élaboré pour la salubrité, sur la salubrité des habitations, l'alimentation de l'eau, l'évacuation des eaux et matières usées, aussi même sur la localisation des étables, des bergeries, des percheries, tout y passe. Alors je vais quand même vous montrer qu'en plus de tout ça, voilà, on la voit bien en entier, on est en mai 1905. Le document est quand même officiel. Département de la Lozère. Dans la ville de Marvejols, il y a actuellement, la personne a vraiment payé de 200 personnes, on va le répéter, 88 chevaux, 4 mulets, 12 ânes, des taureaux, 4, des bœufs, 48, des vaches, 130, des génisses, 7, des moutons, 270, un verra, 2 truies et des cochons, mais simplement pour les particuliers. Il y aura aussi, je n'arrive plus à le lire, là, des chèvres. Là, j'arrive plus à lire, j'ai pas bien le document sous les yeux. Bon, enfin, ce document est élaboré de manière précise. Il va permettre aussi un petit peu au maire de dire oh là là, on ne peut pas maintenant faire sortir tous ces animaux qui sont en ville. On ne peut pas demander de sortir tout ça de notre bonne ville de Marvejols. Il va y avoir aussi, donc on a vu que le quartier Fontaine-Nouvelle subit la typhoïde. Un autre quartier va subir aussi la typhoïde, ça va être le quartier Chanel. Alors le maire va déclarer qu'il suffisait simplement de fermer l'arrivée d'eau de la fontaine, comme ça tout va s'arrêter. Évidemment, c'est un petit peu enrayé sur le moment, mais sera-t-il définitivement ça, ce sera à voir. Alors, le conseil départemental d'hygiène réclame que les égouts soient complétés, de plus le fait qu'ils ne sont pas étanches, et il va falloir analyser un petit peu ces eaux de fontaine incriminées. Alors, je voudrais vous montrer c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Allons, voilà.
Alors ça va être je voulais vous montrer un petit peu comment se manifestaient ces procès-verbaux, comment c'était. Le président était toujours le préfet de la Lozère, vous voyez, donc il était constitué de pas mal de personnes, médecins, ingénieurs, pharmaciens. Voilà, un type de procès verbal. Celui-ci date de 1905, de décembre 1905, et il va être un petit peu plus précis. Je vais prendre mes feuilles pour avoir un petit peu plus de texte sous les yeux. Voilà. Alors, je vais vous en donner quelques extraits. Voilà cette page d'extrait. Alors, j'en suis qu'au deuxièmement, je saute un tout petit peu parce qu'il y a énormément de recommandations. En lisant certaines, charger la commission sanitaire de visiter les sources, se rendre compte de l'état actuel de la canalisation. Si au grand A, inviter la municipalité à prendre sans retard toutes les mesures reconnues nécessaires en vue d'assurer à la population une bonne alimentation en eau potable. En D, demander à la municipalité de présenter un projet de réfection, extension du réseau d'égouts conçu en vue de l'application du tout à l'égout, dans les conditions indiquées par la circulaire ministérielle du 19 avril 1905. Donc il faut que Marvejols se conforme un petit peu à tout cela. En quatrième, juste une ou deux phrases. Constitue un plan de la ville sur lequel seront marqués les immeubles dans lesquels les maladies épidémiques ou contagieuses ont été les plus fréquemment constatées et où il paraît se produire le plus grand nombre de décès. Et je voudrais vous montrer le dernier passage. Voilà. Inviter la municipalité à tenir la main à ce que les rues soient plus fréquemment nettoyées et lavées et présentent un état de propreté plus satisfaisant. Monsieur le préfet fait connaître que des instructions vont être données dans ce sens à la municipalité de Marvejols qui, vu l'épidémie de fièvre typhoïde sévissant encore dans la ville, fera assurément toute diligence pour poursuivre la réalisation du programme sanitaire, dont les grandes lignes viennent d'être indiquées. 1906, comment va réagir un petit peu la mairie de Marvejols et le conseil municipal? Eh bien, je vais vous en montrer quelques extraits. Non, ça n'est pas là, c'est un tout petit peu. Alors, je vais ressortir pour avoir le numéro. Voilà. C'est là. Voilà, je pense que ça va apparaître sur l'écran. Double clic. C'est bon? Double clic. Ah, Cliquez deux fois. pardon, j'ai cliqué qu'une fois. Alors, comment donc réagit la ville un petit peu à tout ce qui va être demandé? Eh bien, voilà le maire qui va donc maintenant répondre. Je vous lis les phrases. Ce n'est pas moi qui me suis permise de souligner, je tiens à vous le préciser, les documents étaient comme ça, je les ai trouvés comme ça, je ne me serais pas jamais permis de marquer ça comme ça. Madame Gendry, ça n'est pas moi. Alors, l'insalubrité de Marvejols est d'ailleurs une légende, contre laquelle je tiens à protester énergiquement. Jamais ville n'a joui d'un état sanitaire plus satisfaisant. Bon. Ça continue un petit peu. Il y a un autre passage qu'il faut lire de la même façon. Vous voyez, là maintenant c'est souligné en rouge. Ça n'est toujours pas moi, la responsable. Je vous assure que ça n'est pas moi. Les eaux du maire d'Arrée qui furent amenées à Marvejols en 1890 sont, nonobstant l'avis du conseil d'hygiène, d'excellente qualité. Bon. Donc, pourquoi nous ennuie-t-on à Marvejols? On passe maintenant un tout petit peu plus loin, 1909, alors là, le taux de mortalité marvejolaise est toujours supérieur à la moyenne nationale. Quelle en serait la cause? Alors, selon le sous-préfet, elle serait due principalement à un défaut de soins d'hygiène. Quelles sont les personnes en cause? Des vieillards, des personnes malades, usées,
qui quittent les grandes villes pour se retirer, y établir leur santé délabrée, mais aussi des tuberculeux et des alcooliques inguérissables. Pendant, il n'y a quand même pas de typhoïde à Marvejols en 1909. Mais qui vient se retirer à Marvejols? On s'est posé la question. Eh bien, vous allez tout savoir. Tous les retraités, comme un grand nombre de prêtres, de gendarmes, d'instituteurs, ce qui occasionne une mortalité plus considérable qu'ailleurs. Voilà. 2 ans plus tard, le préfet, qui a toujours quand même l'œil sur la situation, écrit au maire de Marvejols: certains quartiers de la ville sont toujours dans un état déplorable au point de vue sanitaire. Les purins s'écoulent sur la voie publique, ruelles, cours, transformées en cloaques pestilentielles. Alors la petite parenthèse, c'est qu'en regardant tout ça, le mot cloaque pestilentielle, bon, il arrive à Marvejols, mais je vais quand même vous dire, c'est dit la même chose pour Mende. Vous pouvez, voilà. Alors, des plaintes sont déposées et comme pendant les années de guerre, il y a des dénonciations. Le sous-préfet signale au préfet que les mesures... Et alors il dit confidentiellement. Il écrit le sous-préfet écrit au préfet en disant confidentiellement les mesures de nettoyage de la rue droite n'ayant pas été prises, un contaminateur, qui ceci dit est conseiller municipal et boucher de son métier, jette dans la cour toutes les tripailles de sa boucherie. Alors, les chaleurs actuelles, parce que nous sommes en juillet, donc ces tripailles auraient fait naître une colonie de vers et d'insectes. Ça, voilà. Alors, pendant quelques années, la ville de Marvejols est tranquille, mais elle est toujours appelée la ville des retraités. Selon le sous-préfet de Marvejols, ce sera, je vais vous en montrer la photo. Ah non, là je vais fermer, c'est un petit peu plus loin. Double-clic. J'ai double-cliqué peut-être trop vite. Est-ce que c'est bon? Voilà, je sens que ça apparaît. Oui, là je pense que je vais le lire directement. Alors, vous voyez, ce qu'il y a des tendances, c'est l'évolution. Beaucoup de documents sont écrits à la main, à la très belle écriture, et puis quelquefois on a voilà, des textes comme ça. Voilà, à partir de là, je ne sais pas si on voit ma petite flèche, voilà. Les règlements d'hygiène ne sont pas plus respectés à Marvejols que dans toutes les autres villes de la Lozère. Néanmoins, l'état sanitaire est satisfaisant. Voilà. Alors on est en 1932. Projet d'amélioration d'alimentation d'eau potable à l'ordre du jour. Analyse faite, pratiquée par Montpellier, précise que l'eau est de valeur très médiocre. Et voilà donc ce que dit le médecin qui avait cela en charge, docteur Bessières. Voilà donc qu'une population de 3 à 4 000 habitants s'abreuve à une source du Merdaric, impure, capable de faire naître des calamités, en première ligne la fièvre typhoïde. Le rapport continue ainsi. Nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer le regret qu'en plein deuxième tiers du XXe siècle, de pareils états de choses soient encore possibles. Alors, la commission d'hygiène va donner un avis favorable pour que canalisation bassin soit constituée dans de bonnes conditions. Je vous laisse, je passe quelques exemples, mais elle mentionne l'urgence pour la raison sérieuse que l'eau consommée actuellement crée à tout instant une imminence de danger. Là, on est en 1932. 1941, il y a effectivement une extension d'égouts. 1943, le conseil municipal de Marvejols demande le classement de la ville comme station climatique. Ça, c'était fait pour d'autres villes de Lozère. Il y a un refus du conseil départemental d'hygiène, parce que d'abord, le réseau d'égouts est bien trop vieux, parce que le contrôle de la potabilité d'eau doit être refait, que l'évacuation des eaux matières usées jugée insuffisante. Bon, et tout cela devant se réaliser dans les délais les meilleurs. Nous quittons donc ces années 1902-1943
Non, une toute petite parenthèse que je vais rajouter. Je me suis posé la question, est-ce que dans ces années-là, juste quelques tout petits exemples, est-ce qu'il y avait la typhoïde tout autour dans la Lozère ou pas? Alors, il y a eu une épidémie très importante à Saint-Alban en 1932-33 et elle a touché les malades de l'hôpital. Il y en a une en 1940 qui s'est répandue à Prévenchères, Moline et sur l'Aubrac. Marchastel, Serverette, je sais qu'il y a eu aussi un Asbinal. Le camp de Rieucros va fermer en 1940 à cause de cette maladie, due à des problèmes d'eau, bien évidemment. Ceci dit, hors département, il y a une recrudescence de la typhoïde dans ce que nous appelons maintenant les Côtes d'Armor, ainsi que dans le Jura. Voilà pour cela. Nous arrivons maintenant au pic de l'épidémie à Marvejols, 1943-1944. Cette année-là, bien, elle commence mal. Les problèmes d'eau ne sont pas réglés, ils sont toujours les mêmes, sont récurrents. Pas assez d'eau, qualité défectueuse, coupures régulières, fuites importantes, égouts trop anciens. Alors, pourquoi il y a des fuites? Mais pourquoi rien n'est fait au moins pour arrêter ces fuites? Eh bien, la réponse donnée, c'est que effectivement, en 1943, nous sommes en guerre. Seulement, le produit bitumineux livré autrefois ne peut être fabriqué actuellement. Donc, il y a un manque de ce produit qui aurait pu permettre au moins d'arrêter un petit peu ces fuites ou ces infiltrations. Et alors, il va y avoir un événement inquiétant qui survient le 10 décembre 1943, c'est la crue de la Colagne. Cette Colagne qu'on appelle aussi beaucoup à cette époque-là la Coulagne, d'où d'ailleurs c'est resté avec le Coulagnier. La Colagne ou Coulagne va déborder. Il va y avoir donc un compte-rendu du comité d'hygiène, là nous sommes début décembre, en février. Il mentionne que celle-ci a amené souillure dans les canalisations en très mauvais état. Ces conduits auront pu être facilement souillés par pénétration des eaux de ruissellement ou des égouts en surpression. Et je voudrais vous montrer ce. Voilà. Alors, il est considéré comme indispensable de remédier au manque d'eau, cette insuffisance ne permettant pas le lavage des égouts ni des eaux. Les infiltrations présentes peuvent provoquer des pollutions qui auraient pu être la cause de la grave épidémie de fièvre typhoïde qui sévit à Marvejols. Alors, je voudrais vous montrer ceci. C'est là la partie très intéressante. Le nombre de cas typhoïdes à Marvejols, il est bien marqué en premier, hélas. À cette époque, février, il est de 49 personnes décédées. Marvejols est la ville la plus touchée. Voyez qu'il va y avoir 77 cas. Si on regarde bien, on voit Mende, il y a 10 cas. Il y en a 3 à Serverette, 2 à Javols. Vous voyez, ce sont des petits cas partout, mais Marvejols, là, c'est impressionnant. Tout ça, les premiers cas vont apparaître donc au même moment, janvier. Il s'agit bien là d'une contamination massive. En mars, le conseil départemental d'hygiène signale qu'il faut faire vite pour éviter les épidémies. On est en plein dedans. Lutter contre le gaspillage de l'eau. Les infiltrations se produisent lors des différentes coupures d'eau pendant la journée parce qu'il y a de très fréquentes coupures d'eau. Il faudrait réviser aussi tout le réseau de distribution. La réparation des conduites est absolument indispensable du point de vue de la sécurité et de la potabilité de l'eau. Il va y avoir des échantillons qui sont prélevés pour montrer que, par exemple, à Chanel, l'eau est profondément souillée. Cette eau peut être considérée comme dangereuse, extrêmement dangereuse, d'autant plus qu'elle n'est pas javelisée. Cette pollution se retrouve à l'analyse de la fontaine du Terran dont je vous ai parlé tout à l'heure. On fait là aussi des analyses. Pollution, la même. En juin, une note du préfet, lettres du médecin inspecteur de la santé sont adressées à Marvejols concernant les précautions à prendre pour éviter le retour de la fièvre typhoïde.
La ville peut être dans une situation difficile à cause du manque de courant électrique, parce qu'en plus, il y a ce grave problème. Il y a le problème de la rareté de l'eau, et de l'eau de Javel. La mesure la meilleure semble être la poursuite, on entend enfin parler de ça, la poursuite de la vaccination anti-typhoïdique. Jusque-là, on n'en parlait pas trop. Donc, la séance du conseil municipal de juin 1944, il est signalé qu'il y a extrême urgence à faire procéder au nettoyage des principaux égouts collecteurs de la ville. Vous voyez qu'on est sans arrêt en train de refaire les mêmes signalements. Il faut nettoyer, il faut créer d'autres tout à l'égout, il faut javeliser, et ça n'est pas fait, la guerre est là. On va voir un petit peu fin novembre 1944, qu'est-ce qu'il va être fait, parce que à chaque fois il y a des préconisations, qu'est-ce qui va être fait. Effectivement, il y aura des nettoyages des égouts Fontaine Nouvelle, rue Chanel, quartier de la Villette, rue Carnot. Il va y avoir un ramassage et enlèvement des ordures accumulées en ville, ce qui n'arrange rien. Il va y avoir réparation d'un lavoir, la Villette, nettoyage du bassin d'alimentation en eau de la ville. Vous avez vu que par ce document, au début de l'épidémie 1944, il y a 49 décès constatés. Ce chiffre évolue-t-il tout au long de cette année? Eh bien, en consultant le registre d'état civil de Marvejols, je remarque 1943, il y a 109 décès, 109. 1944, on est à 172. Alors, regardons le chiffre en 1945, on retombe à 103 décès. Donc là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bon, les décès sont constatés, mais de nombreux Marvejolais et surtout Marvejolaises tombent gravement malades. Alors, sur quelques années rapides, y a-t-il une amélioration certaine sur la qualité de l'eau les années suivantes? Séance du conseil municipal du 6 août 1945. Le maire expose qu'il faut enfin résoudre rationnellement et définitivement la question d'eau potable primordiale à Marvejols. Il y a un avant-projet qui est établi. 1947. Les travaux d'adduction sont encore débattus en conseil municipal. 1951, lors de la séance du comité d'hygiène, il est remarqué que le moindre que l'on puisse dire et que l'eau distribuée à Marvejols est suspecte. Et alors ça, je veux vous montrer ce document. Là, nous sommes en 1954. C'est quoi? Je voudrais le trouver là pour le lire un petit peu mieux, un petit peu plus visiblement. C'est ce qui est là. Voilà. Ça vous ennuie pas? Ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent. On va lire un petit peu ça. Bon, alors, je vais commencer à Malon. Bon, la ville possède, dans la partie comprise, etc., un réseau d'égouts anciens qui, s'il n'est pas parfait, évacue, cependant, dans des conditions acceptables. Bon. Malheureusement, les eaux d'égout collectées par divers canaux souterrains ou à ciel ouvert, et on est en 1954, sont déversés sans aucun traitement dans le béal des usiniers, donc ce qui va traverser une partie de la, qui court en ville et juste en bordure, qui les amène dans la rivière la Coulagne, en aval de Marvejols. Par contre, dans les quartiers périphériques, qui sont à peu près dépourvus d'égouts, les eaux usées sont déversées soit sur la voie publique, soit dans des puits perdus, soit d'anciens puits d'anciens puits utilisés autrefois pour puiser l'eau nécessaire aux besoins alimentaires. Vous voyez qu'encore là, la situation n'est toujours pas résolue. Alors, ce que je voudrais maintenant voir avec vous, il nous restera deux choses. Ça va être un petit peu les témoignages qui sont passionnants, aussi passionnants qu'émouvants, je trouve. Et nous verrons ensuite les traces un petit peu de cette contamination. Qu'est-ce qu'on peut en voir actuellement? Voilà, alors, est-ce que je peux me lever?
C'est possible. Ça vous gêne, autrement je reste assise. Je voudrais quand même me lever, rien que pour rendre hommage aux personnes qui ont bien voulu témoigner. Le premier témoignage que je vais vous lire, alors je vais citer, si vous le permettez bien, je vais lire en entier parce que je ne veux absolument pas déformer ces propos. J'avais 9 ans en février 1943 et j'étais une bonne élève à l'école de Châtillon. Je savais les divisions et les multiplications. Au premier carnet de notes, j'étais 2e. Quand maman toussait, elle prenait une pastille Valda. Lorsqu'elle a vu que j'étais 2e, elle m'a dit, contente et fière, « Tiens, voilà un bonbon. » Grand souvenir de notre témoin. Mais tout d'un coup, j'ai dû rester au lit. J'y suis restée 68 jours. 68 jours. Et je n'avais le droit que de boire du lait. Ça m'a été confirmé par tous les autres témoignages. Je suis restée chez moi. Il me semble qu'une sœur Jeanne, du couvent de Saint-Paul, venait me faire une piqûre. J'étais inquiète quand j'étais malade, alors maman venait dormir avec moi. Nous n'avions que 2 pièces, une salle à manger où dormaient mes parents, la cuisine et mon lit sous l'escalier. J'ai entendu que la grand-tante de la voisine, Berthe, venait de mourir à 20 ans de la typhoïde. Alors je répétais sans cesse, « Maman, elle est morte, Berthe ?» Maman a voulu me dissuader, puis un jour elle a craqué, elle m'a dit « Oui, elle est morte, fais des prières pour elle. » C'était notre quotidien d'entendre « Un tel est mort, une telle est morte. » Une dame autour de nous avait perdu ses 2 filles. Puis quand j'ai réussi à me lever, donc au bout de 68 jours, impossible de courir. Mes jambes ne suivaient pas. En retournant à l'école, j'ai repris ma place dans la classe, mais je ne comprenais plus rien. Et un jour, l'institutrice m'a dit « Prends tes affaires et va t'asseoir à côté du poêle. » Alors je me suis dit « Ça y est, je suis bête. » Une énorme envie de pleurer, mais je n'ai pas voulu. Après, j'ai trouvé les divisions et les multiplications difficiles. Nous n'avions pas l'eau. Il fallait aller la chercher à la fontaine, à l'entrée de la rue. On n'avait pas de WC. Pour évacuer nos besoins, on vidait les seaux hygiéniques dans un entonnoir en tôle situé près d'une fenêtre et cela tombait dans l'égout. Je vais vous en montrer un exemple. Je vous en montrer un exemple. On va en reparler après. Ah, que j'évite le numéro. J'ai tout coupé. Qu'est-ce que je vais faire? Avec la petite croix rouge à droite. Ah oui, alors voilà, on va repartir là. Pardon. C'est le 17. Voilà, je pense que vous allez voir ce qu'étaient ces entonnoirs en ville. Ah non, je ne veux pas vous montrer celle-ci. Ah voilà, pardon. Je vais vous en montrer une autre. Nous la reverrons celle-ci de toute façon. Voilà, c'est celle-ci que je veux vous montrer. Alors celle-ci, personnellement, c'est le seul exemple que j'ai trouvé dans tout Marvejols. Il y en a peut-être d'autres, mais moi j'en ai pas trouvé, où vous avez à la fois la sortie de ce qui était l'évier à l'intérieur, l'évier de pierre, et dessous ce fameux entonnoir. Ça fonctionne encore, hein? Ça fonctionne encore? Oui, parce que on le voit goûter. On y est passé là récemment avec mon mari, on le voit goûter. Donc je reprends. Oui, vous aurez d'autres photos tout à l'heure, je vais vous en montrer d'autres. Donc je reprends la dernière ligne de là. Donc pour évacuer nos besoins, on vidait les seaux hygiéniques dans un entonnoir en tôle situé près d'une fenêtre et cela tombait dans l'égout. J'ai travaillé à la triperie Bonnet, j'ai été monitrice de colonie, puis j'ai travaillé au préventorium d'Entrenas. Et comme cela se passait bien, il m'a été conseillé de faire une formation d'infirmière à Saint-Alban. Je parle trop vite? Non. Après 2 ans d'études à Saint-Alban, j'ai eu mon diplôme en 1964, puis je suis rentrée au Clos du Nid jusqu'à ma retraite. Mais je me disais toujours, on va bien voir que tu es bête. Dans les années 40, quand on voulait boire, on allait à la Fontaine Nouvelle, vous voyez ce qu'on en a dit tout à l'heure, ou bien au Ranquet. Oui, cette eau était davantage pure. Maman était née en 1901, et je me demande si elle n'avait pas déjà eu la typhoïde. Quant à moi,
À cause de la typhoïde, je n'ai jamais été comme j'aurais dû être. Le deuxième témoignage est celui d'une dame. Je suis née en avril 1937. J'habitais alors rue Carnot à Marvejols. Nous tirions l'eau à 3 fontaines différentes dans notre quartier, au coin de la rue Chicane, j'en ai parlé tout à l'heure, la rue du Loup, on en a parlé tout à l'heure, ou bien à la Chapelette. Nous savions que l'eau n'était pas bonne à boire directement, mais comment faire autrement en rentrant de l'école, nous les enfants, nous avions soif. Nous savions aussi que les soucis d'épidémie qui arrivaient étaient dus à l'eau. Sur le rebord de la fenêtre de notre maison se trouvait un entonnoir par lequel nous versions les eaux de ménage, mais aussi des seaux hygiéniques. Je suis tombée malade le 6 juillet 1944. Vous voyez, janvier, donc c'est le début, c'est la fameuse crue de la Cologne de décembre 1943, on y est complètement. Donc à 6 ans et demi, et cela 24 heures après mon frère, qui avait 10 ans de plus que moi. Ce jeudi 26 juillet, je ne suis sortie qu'une fois. Je suis sortie avec maman, j'ai fait une course chez l'épicier, puis je suis restée au coin du feu. Le lendemain matin, très mal à la tête, puis très forte température. J'ai eu jusqu'à 42 de fièvre. Cette dame me dit qu'elle a eu jusqu'à 42 de fièvre. Elle me disait, on regardait sur le thermomètre qui allait jusqu'à 43. Et perte de connaissance de cette dame. Le médecin, qui était à l'époque docteur Fleury de la Ruelle, a compris qu'il s'agissait de la typhoïde. Il ne fallait pas manger, ma seule nourriture était le lait distribué par la mairie, soit 1 litre de lait par malade. Mais nous ne recevions qu'1 litre pour mon frère et moi. Et alors elle précise, je n'aimais pas le lait, ma mère me pinçait le lait pour que je le boive. Et maman a eu la typhoïde à peine 1 mois après nous. Désormais, ce seul litre de lait était pour nous 3. Comme ma fièvre était très élevée, 2 religieuses venaient me faire des enveloppements. Il fallait m'envelopper en entier dans un grand drap mouillé qui devait être à la température de 37 degrés pour faire baisser ma fièvre. Mais comment savoir si cette température était vraiment la bonne? Pas moyen de vérifier correctement. Et comme j'étais brûlante, 42 de fièvre, ce contact de drap qui me paraissait tellement glacé m'était insupportable. Dès que je voyais les sœurs arriver pour m'emmailloter ainsi, je me mettais à hurler. Je pense que tout le quartier devait m'entendre. Le docteur nous avait bien parlé de la pénicilline comme traitement, mais elle était réservée aux soldats, nous a-t-il dit. Je suis restée au lit pendant 2 mois et demi. Quand la fièvre est tombée, je me suis levée, impossible de me tenir debout. Je ne savais plus marcher. Mes parents avaient conservé ma poussette de bébé pour me promener, pour me sortir. Cette poussette m'a à nouveau servi. Pour m'aider à guérir, mon père a sacrifié la gentille poule que nous élevions dans un petit terrain à Marvejols. À la fin de la maladie, mon frère et moi, perdions nos cheveux. Alors, ma mère m'a complètement rasé la tête. J'ai suivi très difficilement mon année scolaire. J'étais à l'école de la Sainte Famille. J'y allais avec un béret sur la tête pour cacher mes cheveux rasés. L'après-midi, la religieuse me laissait dormir sur ma table d'école. Régulièrement, nous entendions le glas sonner à l'église et le cortège funèbre passer rue Carnot. Je fais la toute petite parenthèse. Là, il s'agit d'une famille composée de 4 personnes et les 4 auront la typhoïde. Tout à l'heure, elle a parlé de son frère. Donc, quant à mon frère, qui a eu la typhoïde en même temps que moi, le lendemain, il devait repasser son brevet qu'il avait raté l'année précédente. La forte fièvre le faisait délirer. Jusqu'au jour où ma mère, étonnée de l'entendre marcher hors de son lit, se précipite dans la chambre, il lui crie dans son délire « Pousse-toi, je vais t'écraser avec ma moto !» Lorsqu'il a été guéri, il a repassé son brevet à Mende. Les élèves comme lui qui avaient eu la typhoïde étaient exemptés de gymnastique. Il a été reçu, il est devenu instituteur, 3 élèves, dans un hameau autour de Marvejols, puis s'est engagé dans la marine. Mes parents ont tous les 2 attrapé la typhoïde. Maman a été malade juste après nous,
mais heureusement moins fort. Mon père, qui se trouvait dans le Var pour y travailler comme bûcheron, en réalité, il était descendu dans le Var, pour mettre des jeunes à l'abri, des jeunes qui voulaient échapper au STO. Il est revenu à Marvejols lorsque nous étions malades, tous les trois, et pour se soigner, il buvait du sulfate de soude. Cela l'a-t-il protégé, ayant été peu touché par cette maladie. Souvenir quelquefois amusant, aussi rempli d'inquiétude devant cette maladie qui semait la mort. Alors moi j'ai regardé un petit peu ce que c'était que j'ai demandé. Mon mari m'a aidé dans cette recherche, mais bon, c'est pas vraiment très concluant parce que on retient surtout le mot sulfate, on n'arrive pas vraiment. Alors il est marqué joue un rôle préventif contre l'apparition de certaines maladies en neutralisant certains composés toxiques. Voilà. Alors là, très très brièvement, un témoignage. J'étais en classe à l'école de la Rouvière. Là, il s'agit d'un petit garçon à l'époque, donc d'un monsieur qui m'a fait ce témoignage. J'étais en classe à l'école de la Rouvière avec mon copain Roger. Nous habitions le village de Pomerol. À 7 ou 8 ans, Roger a attrapé la typhoïde qui s'est portée sur une jambe et sa jambe est restée raide pour toujours. Il a été le seul malade de la classe. Henri dit que lorsqu'on mourait, le corps devenait noir, ce qui a été confirmé par un autre témoignage. Alors moi j'ai demandé à un médecin qui m'a dit ça peut se concevoir par le fait que ça serait dû à un problème de déshydratation, étant donné que ces gens ne mangeaient pas, etc. Voilà, ça pouvait provoquer ça. Je voulais vous dire un petit peu que si on regarde un petit peu, pas seulement ces 3 témoignages, mais il est constaté, d'ailleurs, en copie du registre de l'état civil, j'avais trouvé le ravage qu'a fait l'épidémie de typhoïde chez les jeunes filles de 18 à 25 ans, plus particulièrement. Alors, quelle pourrait être l'explication? Il y en a plusieurs. Je ne garantis pas que la mienne est la seule et la plus vraisemblable. Il y a 2 explications. Il y en a une, c'est parce que 18 à 25 ans, ou même les dames, à cette époque-là, les jeunes filles, les femmes sont plus à la maison et ont tendance à boire plus d'eau. Les hommes sont sortis, sont soit dans les champs, travaillent, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont avec eux une chopine. Donc ils boivent plus de vin. Et alors, j'ai vu, même si Monsieur Castagnier m'avait dit mais non, c'était déjà fini les chemins de fer, mais j'ai quand même vu qu'il y avait encore des travaux et qu'il était dit, j'ai bien relu encore ça tout à l'heure, que les gens des chemins de fer, ceux qui réparaient les voies ou ceux qui faisaient des réparations, tournaient très souvent, mais ils aimaient bien le vin, quoi. Ils aimaient bien se réconforter un petit peu avec une petite chopine. Il y a une autre explication que plusieurs personnes m'ont donnée, c'est qu'il y a un problème avec les règles chez les jeunes filles, chez les femmes. Est-ce que ce serait un moment où il y a une carence de fer, quelque chose qui peut provoquer ça? Voilà. Voilà pour ces témoignages. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il y en a d'autres, je les saute. Je sais que par exemple, le premier témoignage, quand la petite fille se rend compte qu'autour d'elle il y a une dame qui a perdu ses 2 filles, j'ai lu un truc tout à fait bouleversant, c'est que cette dame, quand elle a enterré, je vais y arriver, quand elle a enterré sa 2e fille, ça a été une horreur, quoi, parce qu'elle voulait se jeter dans la tombe avec sa fille. C'était très difficilement supportable, et il y avait ce que disent les gens, cette atmosphère en ville qui était très lourde, parce que un membre de la famille, un voisin, une voisine était touché. Alors, conclusion. L'épidémie, donc, dans la petite question que j'avais posée dès le début, je pense que ce que vous aviez vu peut-être par internet ou qui va être mentionné dans le journal, est-ce que l'épidémie de typhoïde a été une épidémie nouvelle?
en 43-44. Eh bien, on pourrait dire non. Vous avez bien compris que c'est pour ça que je voulais reprendre à partir de 1902 et peut-être encore avant, de 42 à 43. On voit que régulièrement, il y avait problème d'épidémie à Marvejols et un petit peu aussi en Moselle aussi. Cette épidémie était-elle prévisible? Eh bien oui, parce que les problèmes d'eau sont récurrents fin 19e, vont en s'accroissant début 20e. De nombreux avertissements ont été donnés. Toutes les conditions étaient hélas réunies pour que la typhoïde survienne à Marvejols. Alors, je n'ai pas parlé de traces écrites dans la presse. Je n'ai compulsé que 2 journaux. C'est l'Écho des montagnes et la Croix de la Lozère qui deviendra ensuite la Lozère Nouvelle. Alors, dans l'Écho des montagnes, il n'y a aucune référence à la typhoïde. Là, j'ai tout épluché, je n'ai rien trouvé. Dans la Croix de la Lozère, alors j'ai trouvé je vous le lis un tout petit entrefilet. Le comité d'entraide de Marvejols préparait depuis quelque temps une campagne de solidarité en faveur des familles ouvrières ravagées par une cruelle maladie. Campagne autorisée du 16 au 25 avril 1944. Mais vous voyez que le mot typhoïde n'apparaît même pas. On a l'impression que c'était tabou pour la presse, parce que là, ça ne sort pas du tout. Eh bien, écoutez, je crois que c'est terminé. Je voudrais terminer cette conférence. Je voudrais remercier Madame Gendry, directrice des archives départementales de la Lozère, qui m'a permis de vous proposer cette conférence, et remercier aussi tout le personnel des archives. Et puis merci à vous tous pour votre attention, pour un sujet qui est guère léger, mais qui a laissé tant de traces dans Marvejols. Merci de toute votre attention. Alors, est-ce que celle-ci c'est la... Le bassin aussi. Pardon? Le bassin sur la place. Ah oui, tout ça c'est là, voilà. On va commencer... C'est la 13. Donc, on peut continuer. Voilà celle-ci qui arrive. Alors, elle se situe dans la rue Valette. Alors, vous allez voir, l'entonnoir, il y en avait un ici qui a été démoli, et vous en voyez un deuxième qui est là. On voit ma petite flèche. Voilà. Vous voyez, au bord des fenêtres. Donc, il suffisait d'ouvrir la fenêtre et de jeter ce qui était eau usée, vaisselle ou tout le reste. Alors, je vous en montre une autre. Vous voyez, c'est la même maison. Vous voyez que là, le conduit a été coupé, mais on suit bien et hop, on arrive. Heureusement, cet entonnoir est resté. On va le faire classer au monument historique. Moi, non, mais très sérieusement, je demande, il faudrait faire quelque chose. On s'est promené dans tout Marvejols. Vous avez énormément d'endroits où on suit très très bien cette canalisation qui va mener donc à l'égout. Ça se voit très bien, mais ça a été arraché. Alors, regardez cette autre photo. Voilà, je vous l'ai fait de plus près. Et ça, c'est bon. Et voilà. Mais oui, parce qu'il y en a un qui est effectivement tout mouillé. Celui que je vous ai montré tout à l'heure dans une petite impasse. Alors là. Voilà. Alors celui-ci, eh bien, il se situe dans une autre impasse, juste au début de la rue droite, de la rue de la République, et vous pouvez en voir 3. Voilà le premier, voilà le deuxième, et voilà le troisième. C'est quand même assez... Oui, ça ne fait pas. Alors, regardez, là, alors on a repris des cartes postales anciennes en se disant, est-ce que ça se voyait? Nous sommes actuellement là, dans la rue droite. Si vous regardez bien, rue droite, pouf, vous en avez un. Vous en avez un autre. Vous en avez un autre. C'était le confort moderne de... Ben voilà, quoi, c'était déjà mieux que de jeter le pot de chambre en plein dans la rue. Et d'ailleurs, dans certains documents, il est bien expliqué encore de ne pas déverser. Mais bon. Je vais vous montrer encore, si vous le voulez bien, celle-ci. Alors regardez, on est quand même porte de Chanel. Les portes de Marvejols étaient les portes habitées. Chanel l'est toujours. Regardez bien porte de Chanel, vous en avez un ici, un deuxième ici et un troisième ici. Oui, ça bien quand même. Ah, il y aurait des choses à en dire sur cette porte Chanel.
Je le dis ou pas? C'était Oui. très Ça vous différent. intéresse ou vous êtes curieux? Je vous rajoute un truc ou pas? Ça, c'est Monsieur Astier qui, moi je ne le savais pas, tout le mérite en revient à Monsieur Astier. Vous voyez, la porte à gauche est constituée de 4 fenêtres. Oui. Comme c'était très bas, dans les années 40, ça a été refait, et si vous regardez bien maintenant, vous n'en trouverez plus que 3. Ça va faire un carré. Voilà. Alors, je voudrais vous montrer l'une des dernières. C'est l'autre porte. Eh bien, on est porte du Soubeyran. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, vous avez là le conduit avec, voilà un premier entonnoir. Si on continue, donc il était bien habité. Là, la photo que je voudrais vous montrer, c'est celle-ci. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du bassin. Lorsqu'il existait ce bassin, quand il a été fait, il était donc très grand. Et à cette époque, la place, là, il y avait une halle aussi, il y a eu une halle. Au début, quand il y a eu un bassin, ça gênait tout le monde parce que les animaux qu'on accrochait ici venaient, ça embêtait, donc je pense que c'est pour ça qu'après on l'avait réduit. Mais vous voyez, il y avait bien ce bassin, et si on regarde bien, je me demande si là, il n'y a pas le jet d'eau. Oui, on voit. Hein? Il y a le jet d'eau là. Hein? Une photo des années 20, des années 30. Non, avant. On a regardé, je crois que c'est avant, c'est un Ah, petit peu avant. Si je ne me trompe, 1900, oui, c'est 1905. les années 10 à peu près. Ah oui, c'est avant la guerre 14. Ah, peut faire avant. oui, parce que voilà, le monument a été placé en 1914, donc c'est les années 10. Non, le bassin existe encore. Ah ben voilà, oui, c'est celle qui est conservée pour le monument. Voilà. Voilà, alors. Ah voilà, ça c'était un document, comment était présenté le règlement sanitaire de la ville de Marvejols, avec si jamais. Alors ça je vous l'ai montré, voilà. Non, mais là c'est vraiment bien fini. Voilà, c'est D'où vient l'eau de Marvejols? Actuellement. Seulement c'est la couleur.